Alors, je vous les livre. Il y a 2 personnes qui se promènent dans la salle, une hôtesse et Fabien aussi. Anne et Fabien, ils ont des micros, ils peuvent vous lever le bras et si vous avez des questions à poser pendant un petit moment, parce qu'on a pris un peu de retard, ce ne sera pas très long cette séquence questions-réponses, mais profitez-en parce que ce sont 3 beaux témoignages. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs ces témoignages et d'autres dans le livre magnifique préfacé par Michel Rocard, qu'on entendra tout à l'heure, qu'on vous a distribué à l'entrée de la salle. Ces hommes qui font vivre les rivières. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Une première question. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Gilles Cardi, maire de Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône. Je voudrais poser 2 questions. Demander d'abord à monsieur Villaret si dans la réflexion de son syndicat, est-ce qu'il envisage de passer à une étape peut-être supérieure? C'est la création d'une SPL, Société publique locale, qui est un outil législatif aujourd'hui relativement intéressant. Et je voudrais demander à nos 3 intervenants quel lien ils font entre politique publique et gestion publique. Et est-ce que, moi c'est ce que je pense, est-ce que la seconde n'est pas indispensable à la première? Merci. Qui veut commencer? Oui, je vous en prie. Oui, nous sommes en réflexion. Je vous ai dit qu'il y avait 2 syndicats qui allaient n'en faire qu'un. Donc c'était 2 syndicats de 4 communes. On va se retrouver avec un syndicat de 8 communes. Et ensuite, il y a 5 communes qui sont en régie, qui s'interrogent pour voir s'ils adhèrent à ce syndicat de 8 communes. Donc ça ferait un syndicat de 13 communes. Et pour le moment, si vous voulez, on est dans cette démarche, mais rien n'est défini. Hein. Ça se fait progressivement. Et comme vous le savez, parce que vous connaissez les collectivités, il faut être prudent en la matière et respectueux des décisions de chaque conseil municipal ou conseil syndical. Donc pour le moment, on en est là. C'est vrai que certains ont lancé l'idée que ça pourrait être la communauté de communes qui prennent les choses en main, mais enfin, ça, ce sera peut-être une étape ultérieure, mais encore faut-il que les élus le décident, donc je serai prudent et vous le comprendrez. Voilà, c'est Louis Villeray qui vous a répondu. Peut-être une autre question dans la salle. Je suis obligée de faire un peu accélérer le rythme, pardonnez-moi, mais si on veut avoir quelques... Oui, alors voilà, c'est ici, monsieur. Bonjour à toutes et à tous, Lionel Berthet de l'Association des géographes de Savoie. Alors, à l'échelle de l'intercommunalité, pour une gestion, disons, plus globale de la ressource en eau, l'intérêt, c'est bien sûr de passer à une gestion communautaire, avec si possible une tarification unique de l'eau. Alors dans ce cas-là, pour les concitoyens, la question, c'est qui paye pour qui ? Je vais prendre un exemple. Sur la communauté d'agglomération de Chambéry Métropole, il y a quelques années, il y a une petite dizaine de petites communes qui ont rejoint l'agglomération. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans les travaux, les investissements qui sont entrepris avec le budget alloué pour l'eau, depuis ces quelques dernières années, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur certaines communes et très peu sur d'autres. Et coïncidence, quand on regarde par l'antériorité, ce sont les mêmes communes qui ont, pendant quelques années, gentiment ignoré, je dirais, les recommandations faites à une échelle plus globale dans le projet Grand Lac, par exemple, qui concernait tout l'avant-pays savoyard. Donc pour résumer, par la gestion communautaire, comment excuse-t-on les retardataires, en quelque sorte ? Chers collègues, cher monsieur, ce que vous venez de décrire sur l'intercommunalité est vrai pour l'eau, mais c'est vrai sur tous les sujets. À partir du moment où vous décidez de ne plus faire quelque chose tout seul et que vous décidez de le faire avec vos voisins, il faut accepter qu'au moment du départ, il y ait une photographie qui ne soit pas la même sur l'ensemble du territoire. Et il faut accepter de se mettre des objectifs et de se donner du temps pour harmoniser ces différences. Et qu'il y ait, je crois, de la péréquation et de la solidarité et des efforts qui soient faits les uns et les autres, et les uns envers les autres, pour tendre à cet objectif. Lorsque nous sommes passés à la TPU, ancienne TPU, le législateur a donné du temps pour harmoniser. Lorsque nous avons harmonisé la taxe ou la redevance des ordures ménagères, le législateur a donné du temps pour harmoniser. Donc il faut, sur l'eau, intégrer qu'il faudra du temps pour harmoniser. Mais il faut aussi intégrer que nous n'avons pas le choix. Parce que la source d'eau potable est souvent différente géographiquement du lieu de consommation. Et le lieu de consommation, souvent, est potentiellement pollué par d'autres zones géographiques. Donc nous avons une obligation, j'en suis persuadé à titre personnel,
de gérer de manière différente demain et dans le temps, mais il faut effectivement, vous avez raison, avoir une photographie comme un bilan. Un bilan, c'est une photographie à un instant T. Je pense qu'il faut que la photographie à l'instant T soit transparente, mais il faut aussi accepter que ceux qui ont été entre guillemets un peu plus en avance, eh bien, acceptent et soient fiers d'avoir été un peu plus en avance. Il faut que ceux qui sont un peu plus en retard acceptent de faire un effort. Et puis, ma foi, il faut que les bons élèves donnent un peu de temps aux autres et acceptent aussi un peu de mutualisation, de péréquation et de solidarité pour qu'ensemble, au bout d'un mandat ou deux mandats, il y ait une photographie qui soit différente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça, c'est la vie du monde, c'est la vie de l'intercommunalité, pas seulement sur le sujet de l'eau potable ou de l'eau usée. Voilà, avoir le sens de l'équipe. Merci. Une autre question juste ici, monsieur. Voilà, bonjour, Jean-Pierre Saussac, président de l'association Lanesque Propre à Pernelle-Fontaine. Nous sommes une association de protection de la rivière Lanesque qui est située au sud du Mont Ventoux. Donc voilà, je voulais poser cette question à tous les trois, particulièrement à monsieur Daniel Pialet. Aujourd'hui, on équipe toutes les communes de stations d'épuration aux normes, mais la pollution perdure via les bypass. Donc nous venons d'écrire un rapport que j'ai remis ce matin à monsieur Gaspero sur les rejets directs d'eau usée urbaine via les bypass des stations d'épuration dans les cours d'eau. Une pollution autorisée, peut-on y remédier? Simplement pour donner une indication, sur le département du Vaucluse, sur les 151 communes que compte le département, au mois de septembre, 15 communes qui ont été prises en échantillon et qui sont dotées de stations d'épuration aux normes ont continué à déverser 15 000 mètres cubes d'eau usée urbaine dans les cours d'eau du Vaucluse. Voilà, aujourd'hui, je pense que les stations d'épuration aux normes ne suffisent plus. Il faut régler le problème des bypass. Alors, monsieur Pialet, est-ce que vous, sur votre commune de Saint-Ambrois, êtes-vous conscient de cette problématique des bypass et est-ce que vous avez trouvé une parade à cette solution? Merci. Oui, bien sûr, on en est conscient. On a des bypass, mais déjà on en a au niveau de toutes les stations de relevage, tous les postes de relevage. Donc la parade, elle existe effectivement. Bon, ça a un coût. Je ne l'ai pas dit dans mes prospectives, mais c'est vrai qu'en 2014 et 2015, on va reprendre notre collecteur général sous les deux rues principales de Saint-Ambrois et on va mettre un réseau séparatif. Aujourd'hui, l'eau usée est mélangée avec l'eau de pluie, donc quand il y a de la pluie, les bassins d'orage, les stations de relevage se mettent en charge et ça bypasse, effectivement. Donc, c'est de mettre en séparatif le maximum de nos réseaux. Ce qui nous fait faire des économies de fonctionnement aussi, puisqu'on n'a pas à payer de l'électricité pour amener jusqu'à la station d'épuration de l'eau qui n'a rien à y faire. Et puis, ça perturbe aussi, c'est pas de l'eau claire qu'on doit amener dans une station d'épuration. Donc, ça fait de l'économie en fonctionnement. Et puis aussi, c'est de construire un bassin d'orage, ce qu'on a fait. Nous, on a construit un bassin d'orage de 500 mètres cubes qui sert de tampon. Alors, c'est vrai qu'un épisode Cévenol, ça ne voudra pas dire qu'il ne débordera pas, mais les eaux les plus chargées se retrouveront au fond. C'est pas parfait, hein, je vous dis. Déjà, dans la mesure où la surface active diminue et où on a un maximum de réseaux séparatifs, voilà ce qu'il faut faire. Par contre, nous, nos stations de relevage sont télésurveillées, c'est-à-dire qu'on sait s'il y a eu débordement, ce qui me permet d'interdire la baignade de manière préventive pour éviter tout risque de contamination. Et même j'irai plus loin que vous. Aujourd'hui, les stations d'épuration ne traitent pas entre autres les médicaments, les hormones, et c'est vrai que là, on a une réflexion, nous, au niveau de la commune, pour monter une zone de rejet végétalisé. Et on le fera si on a un partenaire qui est susceptible de nous aider au financement, parce que là aussi, ça a un coût. Mais demain, il faudra bien le faire, puisqu'on sait qu'il y a quand même dans certaines rivières les poissons qui arrivent à changer de sexe. Donc, il faut être vigilant là-dessus aussi. Alors, je vous propose de continuer à échanger peut-être pendant le moment de la pause déjeuner. Ce sera intéressant. Oui, je vous en prie. Je voulais juste pour les élus, parce que ce transfert de compétences, on a des grands débats au Parlement, sont souvent vécus par les élus comme des contraintes où on vient commander chez nous. Je voudrais pour terminer vous donner deux exemples. Lorsque vous arrivez au niveau d'organisation qui est le nôtre, l'État, le préfet de département, le préfet de région ne peut plus prendre un seul arrêté concernant notre bassin sans que nous soyons consultés pour avis.
Et je vais vous prendre 2 exemples très précis derniers. La modification des débits réservés des cours d'eau et la modification de l'arrêté préfectoral régional par le préfet coordinateur de bassin concernant le classement des rivières sur les équipements. Voilà. Lorsque la clé du sage arrive à envoyer à l'unanimité un signal sur ces 2 projets d'arrêté au préfet, le préfet est libre de ne pas suivre ce que les élus du territoire lui proposent. Mais c'est quand même compliqué pour le préfet de revenir sur une proposition unanime du territoire. 2e exemple, lorsque vous avez une DIG en place, en bonne et due forme, reconnue par tous, y compris le monde environnemental, concernant la protection des biens et des personnes, si vous ne l'avez pas, lorsqu'en cas de crue, vous devez intervenir dans la rivière, vous en avez pour 6 mois à remplir les papiers avant que l'administration arrive à vous donner l'autorisation. Là, vous envoyez un fax à la préfecture et vous informez le préfet qu'au titre de la DIG et de votre présidence de PTB, de SAGE et du volet opérationnel, vous intervenez tout à l'heure dans 1 heure. Et à ce moment-là, il appartient au préfet de prendre la responsabilité de vous renvoyer un fax et de vous dire « Monsieur le Président, vous ne mettez pas les pieds dans la rivière ». Je peux vous dire que le vrai pouvoir, il est retourné au territoire, à la société civile, aux élus du territoire, si on est capable de s'organiser. Donc je vous encourage vraiment à y aller, certes en étant très vigilant, mais je vous encourage vraiment à y aller. Merci beaucoup, merci à vous 3 pour ces 3 retours d'expérience, ces témoignages forts. Merci infiniment, messieurs.